Bonjour à tous, vous écoutez le 6e épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dashiell Hammett et de la naissance du roman policier Tendance Noire. Dashiell Hammett, c'est un auteur états-unien, il est né en 1894 et il est mort en 1961 à l'âge de 66 ans donc. Alors, à l'origine, Hammett, il n'est pas romancier, il est détective privé. Et oui, c'est un vrai détective privé, donc un détective de roman qui travaille pour une agence de détectives célèbre, l'agence Pinkerton, qui est à l'époque une institution dans le milieu aux États-Unis et qui existe encore aujourd'hui à ma connaissance. Et donc, alors niveau littérature policière, rappelez-vous, là on est au début du XXe siècle, c'est l'apogée du roman à énigme classique, celui dont je vous ai parlé lors de mes chroniques précédentes. Ouais, vous savez, hein, un meurtre a été commis, un détective privé, donc pas un policier officiel, mais un professionnel d'un talent hors du commun mène l'enquête, il interroge les suspects, il recoupe les alibis, il fait travailler son sens de la logique sans faille pour au final confondre le coupable. Et les plus connus, notamment à l'époque, mais encore aujourd'hui, hein, évidemment, ce sont Sherlock Holmes et Hercule Poirot. Et Dashiell Hammett, lui, il est détective privé. Mais pour de vrai, lui, c'est pas un détective de fiction. Et lui, tout ça, ça semble l'agacer un peu. Ah oui, lui, il sait ce que c'est le travail de détective. Le travail de détective, c'était pas de tenter de résoudre des affaires criminelles passionnantes tellement elles sont complexes et d'assister la police qui est dépassée par les événements. Non, non, le travail typique d'un détective, c'est de suivre des maris dont les épouses pensent qu'ils les trompent, de suivre un débiteur qui prétend pas pouvoir rembourser son créancier, de vérifier pour le compte d'un assureur qu'un sinistré ne tente pas d'arnaquer son assureur, bref, de rester planqué à suivre la vie sans intérêt de gens sans intérêt et pour des clients parfois un peu douteux. Et parfois même le travail d'un détective, c'est de suivre des grévistes pour le compte de leur employeur, pour en savoir plus sur eux et réussir à casser les mouvements de protestation syndicaux. Alors, pas forcément quelque chose d'aussi noble que les enquêtes d'Hercule Poirot, donc, et en tout cas, ce genre de mission, ça dégoûtait profondément Hammett, au point qu'il a fini par décider de démissionner de son poste, justement, à un moment où on lui a demandé de jouer les casseurs de grève une fois de trop. Et il va se lancer dans l'écriture. Alors, au départ, il a d'abord écrit plusieurs nouvelles, avant d'écrire son premier roman qui s'intitule Moisson Rouge, et qui est paru en 1927. Et Moisson Rouge, c'est l'histoire justement d'un détective privé dont on ne connaît pas le nom, hein, il reste anonyme dans tout le roman, détective privé qui est envoyé dans la ville de Personville, une ville qui est gangrénée par la corruption, où la police ne fait plus son travail et où il doit aider un riche industriel à résoudre le chaos qui règne dans la ville, chaos qu'il a lui-même semé, c'est une histoire de gang rivaux. Alors c'est une histoire assez complexe, hein, qui est émaillée de règlements de compte, et le détective va donner de grands coups de pied dans la fourmilière pour faire évoluer la situation à son avantage et faire son travail. Et là, vous voyez, hein, on est aux antipodes du roman policier classique à la Agatha Christie ou à la Conan Doyle. On a une atmosphère très sombre, une histoire qui se passe dans les rues, hein, pas dans les salons feutrés d'un manoir à la campagne. On n'a pas vraiment d'enquête à résoudre, en tout cas elle est résolue très rapidement. Et on a un héros, un détective, qui est vraiment cynique, qui prend des coups, qui n'hésite pas à en rendre, et qui n'est pas là pour rendre la justice, mais uniquement parce qu'il a un travail à effectuer et il est payé pour ça. Il y a beaucoup de réalisme aussi dans ces histoires, hein, et Hammett disait toujours que tous les personnages dont il parlait étaient inspirés de personnes réelles qu'il avait rencontrées dans sa profession. Alors aujourd'hui, tout ça, tout cet environnement, le détective privé, dans l'atmosphère sombre, le détective cynique, tout ça, ça peut paraître un peu cliché, mais il faut bien se dire qu'à l'époque, c'est complètement une révolution, hein, c'est vraiment un nouveau genre, un nouveau sous-genre de la littérature policière qui est en train de naître, le roman noir, ou le roman hard-boiled, comme on l'appelle là-bas aux États-Unis. Donc vraiment des nouvelles histoires, mais Hammett n'a pas innové qu'au niveau de la nature des histoires qu'il écrivait. Il a développé, en tout cas, il a participé à l'émergence d'un style littéraire particulier, c'est l'écriture qu'on appelle behavioriste ou comportementaliste en bon français, si vous voulez. Alors de quoi il s'agit? En général, dans les romans, d'une manière générale, hein, on sait ce qui se passe dans la tête des personnages, on connaît leurs pensées, on connaît leurs hésitations, leurs interrogations, leurs états d'âme. Au minimum, on connaît toutes les pensées du personnage principal, celui dont on va suivre les aventures. Et dans le cadre du behaviorisme, rien de tout ça. L'auteur, il se contente de décrire ce qui se passe, l'action, ou l'absence d'action d'ailleurs dans certains cas, le comportement des personnages, d'où le nom, leurs attitudes, leur façon de parler, et c'est ça qui va donner au lecteur des indications concernant l'état d'esprit de tel ou tel personnage. Et même si l'histoire est racontée à la première personne, c'est le cas par exemple dans La Moisson Rouge, le narrateur va rester aussi objectif et neutre que possible dans sa narration, sans dévoiler donc ses états d'âme. En fait, un peu comme si le détective était en train de rédiger un compte-rendu à son supérieur. Ça, au final, ça veut dire qu'on a une écriture qui est beaucoup plus brute, beaucoup plus nerveuse et beaucoup plus objective aussi, en quelque sorte. Une écriture naturaliste, si vous préférez. Et on a aussi une écriture qui est très visuelle et très dynamique. Et donc très cinématographique.
Eh oui, parce qu'ici, si on veut porter un roman écrit de cette manière-là à l'écran, on n'a pas besoin de se demander comment on va faire passer à l'image l'évolution de l'état d'esprit de tel ou tel personnage, comment on va retranscrire tel ou tel monologue intérieur qui est important dans l'histoire. Bah oui, ici, il n'y a pas de monologue intérieur. En fait, le roman, il est déjà presque un script à lui tout seul. Il n'y a quasiment pas de travail, entre guillemets, pour passer du roman au script. Et évidemment, la conséquence, c'est que le cinéma s'est emparé de ces histoires et de cette écriture, ce qui a donné émergence au courant du film noir. Et l'un des plus emblématiques films de ce genre, à cette époque-là, c'est Le Faucon Maltais, tiré du roman éponyme de Hammett, encore une fois, avec Humphrey Bogart dans le rôle de Sam Spade. Et pour les raisons que j'évoquais plus tôt, le livre et le roman du Faucon Maltais donc, sont très proches. Si on a lu le livre, on n'est pas déçu quand on voit le film, puisqu'on retrouve vraiment les mêmes éléments et la même façon de raconter l'histoire. Alors évidemment, Hammett, c'est pas le seul à avoir adopté ce style d'écriture behavioriste. Si vous lisez Hemingway qui a d'ailleurs reconnu avoir été influencé par Hammett, si vous lisez Steinbeck ou encore James Cain qui a écrit Le facteur sonne toujours deux fois, ou encore le français Jean-Patrick Manchette, vous trouverez le même genre d'écriture. Et parmi ces auteurs, il y a quand même 2 prix Nobel de littérature, Hemingway et Steinbeck, donc c'est bien la preuve qu'on peut écrire de très grands textes et de très bonnes histoires avec cette approche littéraire. Alors Hammett, je vous le disais tout à l'heure, il a écrit pas mal de nouvelles avant l'écriture de son premier roman, mais en fin de compte, dans toute sa carrière, il a écrit assez peu de romans, seulement 5, dont 3 sont des chefs-d'œuvre, de mon point de vue, Moisson rouge, Le Faucon Maltais, les 2 dont je vous ai déjà parlé, et aussi un roman, La Clé de verre, qui est vraiment mon roman préféré de cet auteur. Et il s'est arrêté assez tôt d'écrire pour plusieurs raisons. Déjà, il a eu pas mal de problèmes avec l'alcool, il buvait beaucoup, et ça aide pas toujours. Et aussi et surtout, il a eu pas mal de problèmes avec la justice. Eh oui, il faut dire qu'il était sympathisant communiste, et ça, aux États-Unis dans les années 50, en plein McCarthyisme, c'est quelque chose qui passe pas très bien. Il a été interrogé par la justice, par McCarthy lui-même d'ailleurs, et on lui a demandé si, dans ses romans par exemple, on lui a demandé s'il avait écrit sur des questions sociales. Et il a répondu que oui, puisqu'il est impossible d'écrire quoi que ce soit sans prendre position sur des questions sociales. On lui a demandé s'il était communiste, et si les ventes de Moisson rouge ont servi à financer le parti communiste, on lui a demandé de livrer des noms, etc. À un moment, il a refusé de répondre, il a refusé de mouiller d'autres gens, d'autres personnes que lui, et au final, il a été condamné à 6 mois de prison. Et en plus de ça, à partir du moment où il a été condamné, ses livres ont été retirés des bibliothèques et ses œuvres ont cessé d'être adaptées au cinéma. Et tout ça, évidemment, mis bout à bout, ça a marqué un coup d'arrêt à sa carrière. 5 romans, donc, mais qui valent le coup d'être lus. Alors quand même, une dernière chose au niveau des traductions. Et historiquement, en français, on a eu droit à des traductions pas toujours terribles. Alors là, c'est pareil, il faut se remettre dans le contexte historique. On est à peu près dans les années 50, c'est l'apparition de la fameuse série noire chez Gallimard, collection populaire extrêmement prolifique avec plusieurs titres qui sortaient chaque mois et avec une politique éditoriale très forte. On veut du roman avec de l'action pour un lectorat clairement populaire, on veut le même public que la télévision aujourd'hui par exemple. On veut proposer du divertissement, pas de la littérature pure, et la ligne éditoriale choisie, c'est de proposer des textes assez courts. La règle, c'est maximum 250 pages, avec un niveau de langue très spécifique, particulièrement porté sur l'argot. Et au niveau des traductions, parfois ça a eu des conséquences assez dommageables. Notamment, si un roman était trop long, le traducteur était sommé de sabrer sans pitié, de supprimer tout ce qui concernait que le développement psychologique des personnages pour laisser que de l'action pure et rester dans la sacro-sainte limite des 250 pages. Et évidemment, à ce régime-là, il y a des pans entiers de textes qui étaient coupés, parfois des chapitres entiers, et jusqu'à, paraît-il, dans les cas les plus extrêmes, jusqu'à supprimer près d'un tiers du texte original. Ça fait beaucoup. Et comme si ça suffisait pas pour dénaturer l'œuvre, les traductions étaient truffées de termes argotiques, même quand le texte original n'en contenait pas. Et évidemment, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été en grande partie dénaturées de la sorte. Évidemment, c'est une pratique du passé qui répond à une autre approche de la littérature, à d'autres attentes de la part du lectorat dans son ensemble, autre temps, autres mœurs, etc. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a quand même fallu attendre très longtemps avant de pouvoir trouver des traductions correctes d'un auteur emblématique comme Hammett, et c'est pas le seul, mais en ce qui concerne Hammett, alors je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais pas donner d'année précise, mais il a au moins fallu attendre le milieu des années 2000, c'est-à-dire plus de 70 ans, avant d'avoir une traduction fidèle autant qu'une traduction peut l'être, de ses œuvres. Et désormais, bonne nouvelle, maintenant vous pouvez acheter les romans d'Hammett à l'unité au format poche, ou acheter si vous voulez l'intégrale dans la collection Quarto de Gallimard, un opus qui regroupe les 5 romans de l'auteur. Alors mon œuvre préférée de cet auteur, je vous le disais, c'est La Clé de verre, mais vous pouvez aussi lire avec intérêt les emblématiques Faucon Maltais ou le fondateur Moisson rouge. Donc comme je disais tout à l'heure, il s'agit vraiment de 3 chefs-d'œuvre, alors n'hésitez pas à les lire tous les 3. Alors par contre, je trouve que les 2 autres romans qu'il a écrits, L'Introuvable
et surtout sans maudit, ils sont vraiment très en dessous des trois autres, et à moins d'être passionnés par l'auteur, ces romans, je trouve qu'ils gagnent à ne pas être lus. Voilà, c'était la crème du crime, merci d'avoir écouté cette chronique. La prochaine fois, je vous parlerai de l'émergence du roman à suspense à travers le duo d'écrivains Boileau-Narcejac. D'ici là, bonne lecture et portez-vous bien.